Notre génétique, en fait, c'est ce qui nous définit, mais en fait, notre exposome, c'est ce qui nous transforme. Il faut savoir qu'en milieu urbain et en milieu rural, on n'a pas le même exposome. Mais chaque composant de l'exposome va avoir des conséquences en fait, sur notre santé. Bonjour Muriel. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté de venir à ce podcast, répondre à toutes nos questions sur tes sujets de recherche. On est là dans le cadre des Printemps de la prévention qui cette année sont sur la santé en ruralité. On va parler de pollution. Alors c'est vrai que on oppose souvent le bien vivre à la campagne par rapport à l'air en milieu urbain, la pollution, etc. Et puis on essaye dans les Printemps de la prévention de décortiquer un petit peu toutes les idées reçues, voir un petit peu tout ce qui se passe. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Très bien, merci. Alors merci pour l'invitation. Donc je suis Muriel Pichavant, donc je dirige une équipe ici au Centre d'infection et d'immunité de Lille sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Et en fait dans l'équipe, on s'intéresse à l'impact de l'exposome au sens large sur la santé respiratoire. Alors peut-être avant tout, qu'est-ce que c'est que l'exposome ? Eh bien parfait, posons le cadre. Alors, en fait, l'exposome désigne l'ensemble en fait, des expositions environnementales, qu'elles soient biologiques, chimiques, sociales ou encore physiques, qui sont subies tout au long de la vie, allant de la période prénatale jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, ça c'est pour l'exposome. Et pour ce qui concerne en fait le système respiratoire, si vous voulez un peu plus de renseignements, en fait, c'est une interface directe avec l'environnement. C'est aussi une cible primaire de toutes les expositions que l'on peut inhaler. Et enfin, c'est un organe qui a une grande plasticité développementale. Donc en fait, pour le poumon, il y a des fenêtres très critiques, notamment la période prénatale et l'enfance. Ok. Et donc on dit dans l'exposome le milieu social, en fait tout ce qui nous entoure finalement. Tout ce qui nous entoure. Et le milieu social est aussi considéré dans l'exposome. Tout à fait. D'accord. Les inégalités sociales sont considérées comme faisant partie de l'exposome. Le niveau socio-économique, le niveau d'éducation, tout ça, ça fait partie en fait de notre exposome. L'exposome en fait comprend tous les facteurs qui ont une influence sur nous. D'accord. Et donc toi, plus particulièrement, vous vous intéressez aux maladies respiratoires ? Voilà, tout à fait. Okay. Au laboratoire, en fait, on a un savoir-faire, on a des expertises en fait sur les maladies respiratoires, que ce soit les pathologies respiratoires chroniques, comprenant l'asthme ou encore la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO pour être plus simple. On appelle ça BPCO. La BPCO, ouais, voilà, parce que le nom est un peu difficile quand même à dire. Hein. Et on s'intéresse aussi aux infections respiratoires. Voilà. D'accord. Et donc on regarde, nous, au laboratoire, comment tout ce qui nous entoure a des conséquences sur les développements des pathologies pulmonaires chroniques, sur leurs exacerbations, qui sont souvent infectieuses, et sur les développements aussi des infections respiratoires elles-mêmes. D'accord. Voilà, et alors, qu'est-ce qui nous entoure qui peut être dangereux ? Donc, on parle d'asthme, on parle de BPCO. C'est quoi la BPCO, une fois qu'on a dit le nom un peu compliqué ? Alors, la BPCO, oui, c'est vrai que le nom est un peu barbare. Et en fait, pour simplifier, on peut dire la bronchite chronique du fumeur. Voilà. D'accord. En fait, le facteur principal étiologique, dans 80% des cas, c'est la fumée de cigarette. Donc, en fait, fumer a des conséquences sur notre système respiratoire et donc on appelle ça la bronchite chronique du fumeur. Mais cette BPCO n'est pas uniquement liée à l'exposition à la fumée de cigarette. Il y a aussi la pollution qui en rentre en compte, notamment les PM, les pollutions particulières qui est tout autour de nous, qui peut aussi en fait induire la genèse en fait de cette pathologie ou encore l'aggraver. D'accord. Ouais. Et donc on a l'asthme, on a BPCO. Est-ce qu'il y a les maladies allergiques aussi peut-être ? Tout ce qui est allergie à l'environnement ? Tout à fait, oui. En fait, il est vrai que notre exposome a beaucoup de conséquences aussi sur le risque allergique. Notamment au laboratoire, il y a une étude qui a été menée par Julie Carrard et Patricia Denadaï qui a montré en fait dans un modèle expérimental d'asthme allergique aux acariens la coexposition à des particules de benzoapyrène, qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique produit par le trafic routier notamment, était capable en fait, il y avait une majoration en fait, une aggravation de l'asthme allergique avec une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, un impact aussi au niveau de la fonction respiratoire. Donc en fait, c'est vrai que la pollution peut aussi modifier l'allergénicité, on va dire ça comme ça, des différents allergènes qui nous entourent. Et du coup, c'est pour ça que dans un environnement pollué,
les allergies peuvent aussi être beaucoup plus graves. Et on en voit de plus en plus. Est-ce que c'est justement la cause à effet? On voit de plus en plus, on entend de plus en plus de personnes qui sont allergiques ou qui développent de l'asthme. Tout à fait. Et justement, c'était le propos de ma conférence d'hier au congrès francophone d'allergologie à Paris. Et justement, en fait, le but était de démontrer que justement cet exposome a un effet très important sur le risque allergique. Les cliniciens, moi je ne suis pas clinicienne, mais en fait les cliniciens voient en fait une augmentation des personnes en consultation pour des problèmes d'allergie depuis plus de 30 ans, avec un développement beaucoup plus précoce, avec un phénotype beaucoup plus complexe, beaucoup plus grave. Et ça, en fait, c'est pas notre génétique qui peut l'expliquer. En fait, notre génétique, en fait, c'est ce qui nous définit. Mais en fait, notre exposome, c'est ce qui nous transforme. Et en fait, c'est l'exposome qui va justement participer en fait à l'aggravation de ce qui est en fait propre à notre réponse à différents allergènes, etc. Et alors, du coup, comment ça se concrétise en fait, tout ceci a des fondements mécanistiques. Et c'est ce qu'on étudie justement au laboratoire avec nos travaux de recherche. En fait, que ce soit des polluants atmosphériques, des allergènes ou encore des pathogènes, vont directement interagir avec nos interfaces. Oui. Et aussi bien nos interfaces au niveau du poumon que de la peau ou encore que de l'intestin. Donc en fait, ces différents contaminants, on va dire ça comme ça, vont interagir directement avec l'épithélium et en fait, ils vont le fragiliser. Il y aura une dysfonction au niveau de la barrière. Cette dysfonction, en fait, une barrière, quand elle est intacte, elle protège, mais une barrière, quand elle est altérée, ça cause des problèmes. Voilà, il y a tout qui passe. Et du coup, il y a plus d'allergènes qui vont rentrer, il y a plus de bactéries qui vont rentrer, plus de virus, etc. Et donc ça, c'est la conséquence en fait de l'exposition à différents facteurs de notre environnement. D'accord. Et non seulement il va y avoir une rupture de la barrière, mais il va y avoir aussi une dysfonction de cette barrière avec la production de médiateurs spécifiques que l'on appelle alarmines. D'accord. Et donc ceci va entraîner une cascade qui est très très bien décrite, et une cascade totalement cohérente, avec une activation, on va dire ça comme ça, des cellules du système immunitaire qui vont conduire aux symptômes cliniques, par exemple de l'allergie. D'accord. Donc en fait, le problème, c'est que cette réponse, au final, elle est cohérente par rapport à une agression, mais en fait, elle est totalement inadaptée à notre environnement, et c'est ça où réside le problème, en fait. D'accord, je comprends. Et quel est le problème pour les personnes? Imaginons, moi je développe de l'asthme ou une allergie liée justement à cette pollution. Ça va se concrétiser comment chez moi? En fait, la pollution va modifier aussi les seuils de tolérance. Donc en fait, ils vont les abaisser. Ça veut dire qu'on va réagir beaucoup plus vite. D'accord. Voilà. Donc pour quelqu'un qui est allergique déjà par exemple, la pollution va ne faire qu'aggraver. Okay. Par contre, pour quelqu'un qui ne l'était pas, en fait le seuil va diminuer et du coup le risque va augmenter. Et pas seulement les maladies allergiques, ça va aussi avoir des conséquences sur les gens qui ont des pathologies pulmonaires chroniques. Ça va entraîner des exacerbations, donc une majoration des symptômes de l'asthme ou de la BPCO et favoriser notamment les infections respiratoires. Et c'est ça qui pose aussi un problème. D'accord, je comprends. Est-ce que, parce que là on parle effectivement de beaucoup de choses qui peuvent arriver en milieu urbain, donc la pollution, les particules fines, etc. Est-ce que c'est pareil en milieu rural? Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Alors ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, il faut savoir qu'en milieu urbain et en milieu rural, on n'a pas le même exposome. D'accord. Mais chaque composant de l'exposome va avoir des conséquences en fait sur notre santé. Et en fait, selon le milieu dans lequel on se trouve, notre exposome va changer en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Donc en milieu rural, on aura davantage une pollution liée au trafic routier, aux industries, alors qu'en milieu rural, en fait, on aura un exposome qui sera différents, avec davantage d'exposition aux pesticides ou liés plutôt au monde agricole. Donc voilà, et ces différents exposomes vont interagir avec nos propres cellules, notre système immunitaire, et au final, quel que soit, on va dire, le composant de l'exposome, les conséquences vont être les mêmes. D'accord.
Donc des problèmes de maladies respiratoires. Voilà, allergies, on va dire au final une seule cause et différentes manifestations cliniques au final. Une fois qu'on fait tout ça, parce que le public peut se dire, c'est très bien, en fait, il y a des sujets de recherche, on se dit qu'on arrive à mieux comprendre, on comprend que ça arrive de plus en plus tôt, qu'il y a de plus en plus de personnes exposées. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert toute cette recherche? Alors, nos recherches expérimentales en laboratoire, en fait, on les fait pas seuls. On les fait aussi avec des médecins, donc qui mènent aussi des études cliniques, et on les fait aussi avec des épidémiologistes. Et c'est tous ensemble, en fait, qu'on peut définir une nouvelle stratégie d'action. D'accord. On a besoin de comprendre notre exposome pour aider à mieux prévenir les risques liés, en fait, à cet exposome. Et donc, du coup, pour ceci, en fait, on a besoin de développer des mesures de prévention primaire. Tout ceci, en fait, va conduire à établir aussi des politiques de santé environnementale. Nous, au laboratoire aussi, comprendre les mécanismes va nous aider à identifier des nouvelles cibles thérapeutiques pour, au final, proposer des nouvelles biothérapies, par exemple. Donc, notre recherche, en fait, elle est, on va dire, utile pour la population. Mieux agir, en fait. C'est pour mieux comprendre, pour mieux prévenir, pour mieux agir. Donc, on a besoin de savoir comment les gens vont réagir pour mieux les traiter. D'accord. Alors justement, tu parlais de prévention primaire. Ouais. Ici à l'Institut Pasteur de Lille, c'est une de nos branches principales aussi de faire de la prévention primaire. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits entre la recherche et la prévention ici? Alors, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, justement. On aimerait, en fait, faire des ponts, voilà, avec le centre de prévention et, voilà, monter des ateliers éducatifs par rapport à l'exposome et les conséquences que cet exposome pourrait avoir sur notre santé respiratoire. Je pense que c'est très important, que la population prenne conscience, en fait, que ce qui nous entoure et ce qu'on subit, au final, parce qu'on ne choisit pas d'être exposé, a des conséquences, en fait, sur notre santé et notre qualité de vie. C'est excellent. Du coup, en fait, ici à l'Institut Pasteur de Lille, depuis les labos pour bien comprendre ce qui se passe sur l'exposome, notre environnement, ce qui se passe sur notre corps, et puis pouvoir effectivement faire un cercle vertueux et mieux prévenir dès le départ. Quels sont les gestes justement de prévention qu'on pourrait donner? Alors, on va pas faire un podcast sur toute la prévention primaire parce que ça prendrait d'ailleurs beaucoup trop de temps, mais est-ce qu'il y a un top 5, un top 10 de bons conseils pour limiter notre exposome? Pour limiter notre exposome, réduire les expositions, donc utiliser moins sa voiture. Oui. Donc ça déjà, voilà, le covoiturage, utiliser plus son vélo, marcher. Donc ça déjà, ça réduirait les expositions. En fait, ce que j'ai pas encore abordé non plus, c'est la notion d'air intérieur. Oui. Et voilà. Et ça aussi, parce qu'on entend souvent que l'air intérieur est plus pollué que l'extérieur. Oui et non. Voilà, tout dépend ce qu'on met derrière la définition de plus pollué. Mais en fait, il faut savoir aussi que chez nous, nous sommes aussi exposés à différents aéropolluants. Il n'y a pas que dehors, mais aussi à l'intérieur, en fait, de nos maisons, nous sommes exposés à divers polluants. Et ça aussi, en fait, c'est à prendre en compte. Donc, par exemple, ouvrir ses fenêtres, c'est aussi important, aérer, mais pas aux heures de pic de trafic, par exemple, parce que là, au final, on va favoriser, en fait, aussi l'entrée de polluants. Donc, voilà, il y a des conseils, mais qu'il faut vraiment adapter à chacun. C'est personnalisé, au final. Mais il faut avoir conscience qu'il y a des gestes du quotidien qui peuvent nous aider, en fait, à améliorer. Oui, à faire notre propre prévention primaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Il y a des sujets quand même où moi je me dis ok, très bien, je peux agir moi personnellement, mais prendre moins la voiture, plus me déplacer à vélo, etc. C'est pas toujours évident. Est-ce que vous, on parlait de recommandations politiques publiques, est-ce que ça fait partie du travail aussi de faire des recommandations aux politiques publiques pour adapter Tout à fait. Donc, par exemple, moi j'interviens notamment au niveau de la région Hauts-de-France dans le cadre du plan région santé-environnement, dans lequel en fait nous discutons des politiques de santé environnementale. En fait, il y a plusieurs experts de différents domaines qui se réunissent et voilà, et on discute en fait de ce qui pourrait être fait au niveau notamment de la région pour améliorer
la qualité de ce qui nous entoure. Voilà. Ouais, d'accord. Donc effectivement, donc ce plan régional de santé environnementale, hein, c'est ça. Donc vous vous réunissez tous pour donner justement des recommandations. Et au niveau des patients qui sont peut-être déjà atteints d'une maladie, est-ce qu'il y a des recommandations plutôt particulières? Parce qu'on parle de prévention primaire, c'est quand on n'est pas encore malade. Et pour les personnes qui sont déjà atteintes, alors comment ça se passe? Tout à fait. Justement, en fait, au final, les patients, donc les gens qui sont déjà malades, ont une meilleure prise en charge en fait par rapport à l'environnement, de façon surprenante, mais c'est comme ça en fait. Il y a des recommandations qui leur sont faites, notamment en termes de mode de vie, de pratiques sportives aussi. La réhabilitation respiratoire fait partie du parcours du patient, notamment asthmatique ou BPCO. Et il y a aussi des recommandations en termes de vaccination. D'accord. Et donc, tout ça, ça fait partie de la prise en charge du patient. Ok. Par contre, ce qui est quand même dommage, c'est que la population générale, elle, n'a pas accès aux mêmes recommandations. Bah oui, ça c'est dommage. Et donc, d'où le travail peut-être de travaux en prévention primaire qui peuvent être faits et être pris en charge. Comment est-ce que on peut rentrer dans un parcours justement pour être mieux pris en charge si je sais pas, je développe une maladie respiratoire, de l'asthme, de l'allergie, est-ce que je peux faire partie d'un parcours plutôt privilégié? Comment ça? Du moment où vous êtes suivi en fait par des pneumologues, notamment au niveau du CHR, vous avez une prise en charge globale de votre pathologie, mais aussi de tout ce qui l'entoure. D'accord. Est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas si tu as cette réponse, mais justement si je développe quelque chose et que je le prends pas en charge, voilà, je commence à peut-être tousser, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça peut devenir grave ou ça reste au stade de l'allergie et j'attends peut-être que ça passe? Alors en fait, si vous voulez, si vous ressentez des symptômes, ou pas encore, vous pouvez très bien faire en fait des autodiagnostics sur votre santé respiratoire. Vous pouvez vous connecter sur le site de la Fondation du Souffle, qui a mis au point en fait notamment le Soufflotest, qui vous permet en fait d'évaluer votre santé respiratoire. Et donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et je pense que vraiment ce test devrait être démocratisé. C'est hyper important, on va le redire. C'est sur quel site? Sur le site de la Fondation du Souffle. La Fondation du Souffle. Donc moi, je peux aller sur le site de la Fondation du Souffle. Je regarde un peu les exercices. C'est des exercices à faire? Non, c'est pas des exercices. C'est en fait répondre à un questionnaire. Et en fait, ça vous dit si l'état de votre santé respiratoire. D'accord, voilà. Hyper intéressant. Il y a des recommandations? Ça peut donner quelques conseils à la fin, tout à fait. Ok, c'est super intéressant, ça, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ça te semble important d'aller, que je t'aurais pas posé la question? Est-ce que il y a des choses qui te semblent évidentes à dire? Alors moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose, en fait, que cet exposome, en fait, il est en constante évolution. Et au final, un des projets que l'on a au laboratoire, c'est de prédire l'évolution de cet exposome. Et notamment, il y a un projet de recherche développé par le docteur Patricia Nedanaï au laboratoire, en collaboration avec le docteur Nicolas Vizet, qui vise à développer le pollen du futur et voir comment le pollen du futur interagit avec notre système immunitaire pulmonaire et voir quelles sont les conséquences en fait, que ça pourrait avoir sur notre santé. C'est hyper intéressant. Donc en fait, comment on fait pour prédire le futur? C'est quoi? C'est des mathématiques? En fait, les chercheurs de Lille ont développé en fait des systèmes qui vont reproduire les atmosphères du futur en termes de gaz, en termes de température. Ils font pousser des plantes dans ces atmosphères et au final, ils récoltent le pollen et le travail du docteur de Nadaï au laboratoire, c'est d'évaluer l'impact de ce pollen du futur. C'est exceptionnel. C'est vraiment fort quand même. Et justement, est-ce que parce qu'on parle d'environnement, on parle peut-être aussi de changement climatique. Et moi j'avais lu par un autre chercheur justement qui expliquait que le souci c'était que l'environnement changeait beaucoup trop vite.
par rapport à notre patrimoine génétique, Tout à fait. si je dis pas de bêtises, et que c'est ça en fait qui crée justement ce problème, et c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Le génome nous définit et en fait notre exposome nous transforme. Voilà. Et en fait l'exposome, c'est l'ensemble des facteurs auxquels nous sommes exposés qui ont des conséquences sur l'homme. Et le changement climatique, c'est une désignation d'une modification durable qui peut avoir des impacts des décennies à des siècles, des propriétés statistiques du système climatique terrestre sous l'effet de forçages internes et externes. Donc c'est principalement en fait tout ce qui est lié à l'homme. Oui. En fait, c'est des origines anthropiques observées justement depuis la révolution industrielle. D'accord. Et sous le terme changement climatique, on retrouve des températures plus élevées, des pics de pollution, des tempêtes, des tornades, des inondations ou encore des feux de forêt. Et en fait, les conséquences du changement climatique sont notamment dévastatrices et nombreuses, autant pour la Terre que pour nous, les hommes, que pour la population. Et en fait, c'est là où naît le concept au final d'exposome. Et l'exposome, en fait, c'est ce que l'individu subit dans cet environnement qui est en constante évolution. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ce fait aussi d'une seule santé, où tout est finalement lié, le One Health? Oui, complètement. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles c'était essentiel peut-être d'aller ce matin, où on a abordé grosso modo tous les sujets? Grosso modo, on a abordé tous les sujets. Et après, moi, on pourrait passer, je pense, des journées ensemble à discuter de tous les sujets, s'il fallait rentrer. Voilà. Mais je pense qu'aussi quelque chose qui est très important, c'est de comprendre en fait que la pollution, au final, elle peut être modélisée en laboratoire. Mais ce qui serait bien, en fait, c'est d'avoir une vision globale, en fait, de l'exposome entier. Oui, parce que effectivement, en laboratoire, où vous regardez la pollution, on parlait tout à l'heure qu'il y avait aussi le côté social. Il y a d'autres paramètres, j'ai oublié, puisqu'on en a parlé vraiment tout début. Biologique, chimique, voilà. Oui, l'alimentation aussi, du coup. L'alimentation aussi fait partie, en fait, de l'exposome, tout à fait. Ok. Et dans les recommandations, justement, l'alimentation peut être aussi une bonne source de prévention, de faire attention. Tout à fait. Okay. Oui, parce qu'en fait, le microbiote, un microbiote équilibré est essentiel en fait au bon fonctionnement de notre organisme. Voilà. Donc du coup, ça participe. Oui. Ok. Et peut-être que dans les recommandations, est-ce que si je fais plus d'activité physique, peut-être plus de sport, j'améliore mon souffle, est-ce que du coup j'améliore aussi ma capacité à faire face à ces risques-là? Tout est lié, et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans le parcours patient, notamment le parcours patient BPCO ou asthme, le médecin prescrit des séances de sport. D'accord. Ça s'appelle une réhabilitation pulmonaire. Ça fait partie du parcours patient. D'accord. On est plutôt sur de la prescription du coup un peu verte, quoi. Enfin, sans produits, sans médicaments, mais on est vraiment sur de l'ordonnance. Tout à fait. Il y a de la thérapeutique médicamenteuse, mais il y a aussi une prise en charge du mode de vie. Ouais, des habitudes de vie qui sont essentielles aussi de ce fait en prévention, et de toute façon en règle générale, exposé ou pas aujourd'hui, ça reste aussi des fondamentales de prendre soin de soi, de faire attention à son mode de vie et de rééquilibrer. On peut rappeler aussi qu'ici à l'Institut Pasteur de Lille, tout le monde peut faire un bilan de santé. Tout à fait. Dans un de nos 4 centres, donc et effectivement faire un bilan de santé qui permet aussi d'avoir une liste de recommandations, alors pas forcément liées que à l'exposome, mais sur les modes de vie, et là on est purement dans de la prévention primaire. Justement tout à l'heure, je reviens quand même sur ça, où dans la prise en charge des patients, tu parlais de vaccination. Oui. Quelles sont les vaccinations sur les maladies respiratoires ? Alors en fait, chez un patient qui souffre d'une pathologie chronique respiratoire comme l'asthme ou la BPCO, en fait, il y a une fragilisation des barrières, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a toute une cascade immunitaire qui se met en place. Et en fait, il a été montré que ces patients étaient beaucoup plus vulnérables en fait aux infections respiratoires, et ces infections respiratoires peuvent entraîner une exacerbation de la pathologie sous-jacente, c'est-à-dire une majoration des symptômes cliniques de la pathologie. Donc les gens toussent plus, les gens ont beaucoup plus de mal à respirer quand ils ont une infection respiratoire. Et en fait, il y a la mise en place d'un cercle vicieux.
Le patient va attraper une infection respiratoire. Cette infection respiratoire va aggraver la maladie sous-jacente. Et du coup, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Et justement, pourquoi on recommande aux patients de se faire vacciner? C'est justement pour casser ce cercle vicieux et du coup pour éviter que les patients ne développent des infections respiratoires importantes. D'accord, Voilà. ok. Donc en fait, finalement, le but de tout ça, c'est de transformer des cercles vicieux qui seraient pas encore installés ou déjà bien en train de s'installer en cercles vertueux pour pouvoir aller mieux. Et puis peut-être pendant que la recherche et que les recommandations de santé publique, etc. Se mettent en place, chacun à son niveau peut aussi agir sur sa propre santé, quoi, en fait. Oui. Ben voilà, tout est résumé. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt.